Bienvenue sur leur FM 100.9, c'est rendez-vous avec, comme chaque jeudi, avec Gilles Charles. Gilles Charles, invité de pointe cette semaine, avec le président du conseil départemental de la Loire qui a bien voulu venir dans nos studios. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bienvenue sur Loire FM. Rendez-vous avec consacré cette semaine à la politique. Et on a de la chance, effectivement, on a le président du département de la Loire. Ça fait un petit moment que je lui courais après, j'ai fini par l'attraper. Il est là juste derrière nous, juste devant nous, derrière le micro. Bernard Bonne, bonjour. Bonjour. Bienvenue et encore merci d'avoir accepté notre invitation. On a une actualité chargée, politique nationale, politique locale. Il va y avoir des échéances, les législatives, le Sénat. Mais avant de parler politique, moi j'avais envie de savoir un peu qui vous êtes. Qui est Bernard Bonne ? Alors qui je suis ? D'abord médecin. Voilà, je le dis toujours en premier parce que c'est quand même le métier pour moi le plus important. Et je suis venu à la politique un peu par hasard au début. Et puis après, vous savez, quand on entre dans la politique, on a toujours envie de s'engager un peu plus. Mais sur la politique au niveau local. J'ai d'abord été maire de Bourg-Argental pendant 19 ans. 19 ans ? 19 ans, oui. J'avais dit que je ferais 3 mandats de maire, 3 mandats de conseiller général. Et puis il se trouve qu'au bout du presque troisième mandat de conseiller général, le président Clément, qui était à l'époque celui qui nous présidait, a été battu et il a fallu prendre la suite. Donc j'ai été sollicité pour continuer, ce qui au départ ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis voilà, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis président du conseil départemental maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus du tout d'activité dans la médecine ou vous avez encore quelques heures de médecin ? Comment ça se passe ? Alors non, je tenais absolument à garder mon activité de médecin pendant toute la partie d'action politique. Je pensais qu'il était important de ne pas se couper complètement du monde dans lequel je vivais, ce que je préférais surtout. Et j'ai gardé une activité médicale jusqu'en 2014. Mais à l'époque, j'ai eu un problème personnel médical qui m'a obligé à arrêter. Et puis ça a peut-être été le moment un peu obligatoire où j'ai dû arrêter. Sinon, je crois que j'y serais encore. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ? Ah oui. Certainement beaucoup plus que ne me manquera jamais la politique. Ces deux activités bien séparées ou c'est quelque chose de complémentaire ? Parce que j'ai relu l'interview que vous m'aviez donnée quand on avait fait les élections au conseil départemental il y a 2 ans. Et on avait beaucoup insisté sur le côté humain. Oui, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a une donc c'est un peu la même chose, quoi, soigner les gens et en même temps les soigner différemment par le département ? Oui, il y a une complémentarité, surtout que je me suis occupé pendant très longtemps au niveau du département du domaine social. Et je pense qu'il y a une complémentarité entre l'action qu'on fait au niveau de son cabinet médical et puis l'action qu'on peut faire après en voyant ce qui ne fonctionnait pas ou ce que l'on aimerait voir fonctionner un peu mieux. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir quelques actions au niveau social. Donc vous étiez médecin généraliste. Comment ça se passe ? Comment justement on s'engage en politique ? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose ? Oui, il y a eu le décès du maire de l'époque à Bourg-Argental et d'autres sont venus me solliciter. La première fois, je le dis toujours, je n'ai pas été élu. Ils m'ont présenté comme conseiller municipal où j'étais tout seul, je n'ai pas été élu. J'avais dit, terminé, j'ai regardé, j'ai vu, je ne reviendrai pas. Et puis 2 ans après, c'était au moment vraiment des élections du conseil municipal, ils sont revenus me solliciter et cette fois, on a été élu, mais de justesse. 6 ans après, j'ai été élu beaucoup mieux. Et la 3e fois, j'ai été élu, puisque c'était uninominal, le plus haut parmi tous les conseillers municipaux. Donc j'étais assez fier quand même, au bout de 18 ans, au bout de presque 18 ans, d'être élu aussi bien. Et dès le départ, vous aviez dit, je ferai que 3 mandats, et puis après, je passe à autre chose ? Ah oui. Qu'est-ce qui avait motivé cette décision ? Vous ne vouliez pas rentrer dans la routine ? Vous vouliez faire autre chose ? Et puis je crois qu'il ne faut pas, en politique, rester trop longtemps dans le même poste, parce que c'est logique. Au bout d'un certain temps, on a moins le punch, on a moins l'envie de faire bouger les choses, puis on est moins motivé, je pense, comme on l'est au début quand on commence une action comme celle de maire dans une commune, une petite commune. Parce qu'on dit aussi souvent pour les mairies que les maires, justement, ils ont besoin de temps pour réaliser les projets qu'ils ont en tête, pour les mettre et les accomplir. 3 mandats, ça suffit largement. Ça suffit largement. Oui, largement, oui. Et du coup, comment on arrive au conseil général ? Alors là aussi, c'est un cheminement normal ? Alors à l'époque, c'était très complémentaire. C'est-à-dire qu'il y avait un conseiller général au niveau du canton. On avait formé une des premières communautés de communes et donc il fallait effectivement représenter l'ensemble des 8 communes de l'époque au niveau du canton. Donc c'est pour ça que je me suis présenté en 92, donc 3 ans après l'élection du maire, en tant que conseiller général et j'ai été élu. Et puis petit à petit, on devient président alors non, parce que c'est tout un concours de circonstances. En fait, je crois que la vie c'est pas le hasard quand même. C'est un peu le mais c'est un peu le hasard parce que
6 mois après avoir été élu au Conseil général, je ne connaissais pas grand-chose du Conseil général, on m'a confié l'ensemble de l'action sociale, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui correspond à l'action de 3 vice-présidents quand même. Et donc je m'occupais de toute cette action sociale. Et puis j'avais prévu effectivement d'arrêter en 2011. Et en 2008, c'était pas à mon tour d'être renouvelé. Et c'est là où j'ai hésité beaucoup avant de prendre la présidence du département. C'est réel. J'avais entendu beaucoup parler de vous aussi pour la région. Est-ce que c'était quelque chose qui était dans les tuyaux et puis qui ne s'est pas fait? Oui, alors j'avais aussi... Moi, je préfère beaucoup les mandats locaux que les mandats nationaux. Et à l'époque, j'avais dit effectivement, je préférais travailler au niveau de la région pour servir le département en particulier. Et je préférais aller sur la région plutôt qu'aller au niveau national. Et j'ai de toute façon, il ne faut pas cumuler trop de mandats. Et lorsqu'il y a eu des changements, je suivais beaucoup Michel Barnier à l'époque. Et lorsqu'il y a eu des changements et puis une décision de ne pas de désigner Jean-Pierre Tête comme tête de liste, j'ai préféré me retirer. Et c'est 1 an plus tard que j'ai décidé de me présenter au Sénat. Alors, on est dans la Loire. Vous êtes le président du département de la Loire. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes de Bourg-en-Gental? Oui. Pas originaire de Bourg-en-Gental. Non, mais je sais bien, vous avez été 18 ans maire. Comment on se sent à Bourg-en-Gental? On se sent plus près de la Loire ou plus près de l'Ardèche? Parce qu'on est un peu entre guillemets, entre deux chaises. On est très près de l'Ardèche, mais on se sent vraiment dans la Loire. On a un peu cette impression de barrière avec le Pilat, non? Oui, mais il y a effectivement une barrière, ne serait-ce qu'au niveau climat. Mais effectivement, on se sent quand même complètement dans la Loire. Je crois qu'il y a un attachement quand même assez viscéral au niveau de son département, parce que ça date quand même de plusieurs dizaines d'années. C'est la Loire ou Saint-Étienne? On se sent plus proche. C'est la Loire. Parce que quand on parle de Loire, on va jusqu'à Roanne. Est-ce que quelqu'un de Bourg-en-Gental, il a quelque chose en commun avec quelqu'un de Roanne? Moi, personnellement, oui, puisque je suis originaire de Roanne. Je suis originaire de Roanne. Mais je ne savais même pas, écoutez, quand je suis venu faire mon internat à Annonay dans l'Ardèche, je ne savais même pas que Bourg-en-Gental était dans la Loire. Je suis venu faire des remplacements à Bourg-en-Gental. Oui, c'est limite, mais je ne savais même pas au début que c'était dans la Loire. Et quand on fait des partenariats ou qu'on fait des créations, des projets, est-ce qu'on se tourne aussi toujours vers la Loire ou vers l'Ardèche quand on est à Bourg-en-Gental? Ah non, moi je me suis beaucoup tourné vers l'Ardèche, vers la Haute-Loire au niveau des ordures ménagères en particulier. Ouais. J'en discutais avant-hier avec Olivier Sigolotti, mais on s'est beaucoup tourné vers l'Ardèche. On avait fait beaucoup d'actions avec l'Ardèche, avec Annonay en particulier. C'est là où donc justement la région prend tout son sens. Oui, tout à fait. Oui, je crois qu'il faut savoir ouvrir les frontières, mais quand même garder son identité. Alors, on parlera plus de politique générale au cours de cette émission, mais moi, j'avais surtout envie de savoir, en vous recevant, finalement, à quoi ça sert le conseil départemental? Alors, il n'est pas assez connu. On dit souvent le conseil départemental, c'est tout ce qui concerne le social. Mais quand on parle du social, on ne sait pas trop à quoi correspond le social. Le social, si vous voulez, en gros, le conseil départemental, c'est 750 millions d'euros de dépenses. Sur les 750 millions, il y en a 400 millions d'euros, 450 qui sont pour le social. Mais dans le social, il y a les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance et le RSA. Et ça, c'est à peu près un quart pour chacun. Sur le reste, après, on a ce qui nous... Un élément très important, c'est tout ce qui concerne l'éducation au niveau des collèges. On s'occupe de la totalité des collèges, de la totalité des routes départementales, et puis il y a tout le reste au niveau des transports, au niveau de culture, tourisme, loisirs, toutes ces compétences que nous avons encore. Il y en a une qu'on avait qui était importante, c'est l'économie. Aujourd'hui, elle est dévolue au niveau de la région. On n'a plus le droit de s'occuper d'économie. Mais la principale compétence reste le domaine social. Comment ça se passe au niveau avec les maires? Comment on est un soutien, on dialogue, on a un pouvoir de décider? Comment ça se passe avec les maires de la Loire? Alors, moi, je pense que chaque collectivité, chaque responsable de collectivité a sa propre indépendance. Et il n'est pas question que le Conseil général soit là pour dicter quelques décisions, que ce soit au niveau des maires. Par contre, on est là pour les aider. L'accompagnement? L'accompagnement. Et dans les décisions qu'on prend, dans les compétences que l'on a, en dehors de celles qui sont obligatoires, il y en a une qui est facultative, mais qu'on a voulu absolument garder de manière très appuyée, c'est l'aide au niveau des communes. Et cette aide au niveau des communes, on est un des rares départements à continuer à aider les communes, soit dans la voirie, soit dans toutes les dépenses, les investissements qu'ils peuvent faire. Alors surtout les communes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais même des grosses communes comme Saint-Étienne, puisque dans le cadre de ce qu'on appelle le contrat de plan État-région, on apporte quand même pour Saint-Étienne Métropole, par exemple, presque 30 millions d'euros sur la durée du mandat.
Au niveau culturel, on est partenaire aussi ou c'est comment ça se passe? On organise ses propres activités? C'est un ensemble? Les deux. C'est le Les deux? deux. En fait, les deux. On a nos propres actions au niveau culturel, puisqu'on s'occupe beaucoup des écoles de musique, on s'occupe beaucoup de la diffusion aussi de la lecture, qui est important au niveau des médiathèques, puisqu'on est chargé de la médiathèque départementale. Et puis on s'occupe aussi beaucoup au niveau culturel. On a nos actions propres qui sont le Festival de la Bâtie. Et puis on a aussi toute la participation au niveau de l'opéra, au niveau de la comédie avec Saint-Étienne. Donc il y a à la fois un partenariat et à la fois des actions propres. Quand on revient à l'éducation, quand on parle des collèges, on fait quoi réellement quand on est le département? Quel est le pouvoir de décision? Moi, je me rappelle qu'on avait parlé des cantines. C'est des choses qu'on agit là-dessus. Comment ça se passe? On n'agit pas sur l'éducation, on n'agit pas sur le rôle des professeurs, on agit sur quoi? Alors, on agit sur l'éducation, mais pas sur l'enseignement. Voilà. Mais on peut agir et on doit agir sur l'éducation. Si vous voulez, on pourrait très bien, au niveau d'un département, ne se contenter que des bâtiments et de gérer la cantine nous-mêmes ou la faire gérer par quelqu'un d'autre. Mais nous, on est allé beaucoup plus loin puisqu'on s'est occupé de tout le domaine informatique des collégiens. Et puis, on apporte une participation très 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 importante au niveau alors éducatif et non pas enseignement, mais éducatif au niveau justement de l'éducation nationale. Et je pense que l'apport du département ici dans le 42 est très important. Je vois, on a mis en place une aide pour tous les collégiens pour essayer d'avoir une aide aux devoirs à la maison avec un système informatique qui est très novateur en tout cas dans notre département, et c'est ce genre d'action que l'on doit absolument mener parce que les collégiens c'est quand même le domaine d'âge qui est le plus important en tout cas dans la progression et l'éducation. Et dès qu'ils grandissent, c'est la région qui prend le relais. Oui, là c'est bien partagé. Jusqu'à la 6e, ce sont les communes. De la 6e à la 3e, c'est le département. De la seconde à la terminale, c'est la région. Et après, c'est l'État. Et au niveau sportif, on a fait la culture. Au niveau sportif, comment le conseil départemental agit? Au niveau sportif, c'est un peu différent. On agit au niveau des collégiens, toujours là, en participant au niveau de toute l'action effectivement sportive. Et puis là, c'est très ponctuel. Alors, on aide les communes pour les gymnases, on aide les communes pour tout ce qui concerne les réalisations de terrains de sport ou autres. Et puis, on aide beaucoup les clubs et les associations sportives. On a une action très forte qui est de l'ordre quand même de 5 millions d'euros par an à peu près pour tout ce qui concerne l'aide aux clubs, alors que ce soit l'ASS comme les petits clubs locaux. J'allais justement y revenir à l'ASS. Quel est justement aussi son rôle par rapport à l'ASS du département? C'est de la promotion, c'est de l'aider financièrement, c'est d'avoir des partenariats? C'est d'abord un échange. Un échange? C'est un échange parce que autant l'ASS sert le département que le département apporte à l'ASS, mais pas à l'ASS directement, on apporte surtout au centre de formation et à l'action que l'ASS peut mener au niveau des jeunes de notre département. Et là, moi je suis très souvent avec Roland Remillet pour justement faire en sorte que les joueurs ne soient pas que des joueurs qui viennent jouer sur les terrains au moment des matchs, mais qu'ils participent tout au long de l'année sur des actions ponctuelles, particulières, au niveau de nos collégiens, en particulier au niveau des communes. J'en profite, si vous êtes souvent avec M. Romeillet, on a essayé souvent de le faire venir, on n'y arrive pas, donc si vous pouvez nous donner un petit coup de main. Promis, j'essayerai, je lui demanderai. Mais c'est quelqu'un en tout cas de très généreux et très tourné en tout cas. Ah nous, il nous dit tout le temps oui, mais on a un petit blocage avec le service communication. D'accord. On continue ce tour des choses. On a beaucoup parlé de la 45, c'est le sujet qui revient sans cesse en ce moment sur la table, j'allais dire. Quelle est votre position et quelle est, d'après vous, la meilleure solution? Alors, on a eu ce matin une conférence de presse qui a été organisée par la Chambre des métiers avec tous les acteurs économiques et les acteurs politiques pour bien montrer toute la détermination qu'on avait pour la réalisation de la 45. Moi, je crois qu'il y a quelques craintes infondées qui ont été émises ces derniers temps par la mise en place du nouveau gouvernement. Je crois que ni Gérard Collomb, ni Nicolas Hulot ne vont empêcher la réalisation de cette A45. Moi, je pense que depuis le temps que la décision est prise, avec une acceptation de la part des différents gouvernements et la volonté en tout cas de nos 3 collectivités associées avec celle de l'État, on ne peut pas revenir en arrière. Et puis je crois que ce qui s'est passé ces dernières semaines montre bien toute l'utilité et la nécessité absolue d'avoir une liaison directe entre Lyon et Saint-Étienne. Mais c'est quelque chose qui va avoir un péage, d'après ce que j'ai entendu. Est-ce que ça ne va pas faire une voie qui sera un peu désertée? Écoutez, on verra au moment où ça se passera. Vous savez, quand on voit tout le temps perdu, ne serait-ce qu'au niveau du nœud de Givors
parce que je ne parle pas de l'arrivée sur Lyon, ça ne changera pas par rapport à aujourd'hui, mais surtout sur notre Givors et surtout sur la 47 quand il y a des difficultés, je pense que tout le monde y gagnera. Et à un moment, alors je ne sais pas si le chiffre était exact, mais le monde économique chiffrait à 500 millions d'euros par an les pertes dues à la difficulté de circulation sur la 45. Donc on verra ce que ça donne. Moi je crois qu'il faut continuer. On ne peut pas avoir une métropole comme Saint-Étienne qui reste complètement isolée sur le plan autoroutier de grandes agglomérations comme celle de Lyon. Moi, j'ai entendu beaucoup d'opposants aussi qui disent qu'il faudrait qu'on passe peut-être à autre chose que la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce qu'on n'a pas étudié d'autres choses? On a étudié toutes les solutions qui pouvaient être alternatives à l'A45. Je crois qu'aujourd'hui, et je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec Bruno Le Maire, qui, à un moment, on posait la question, qu'est-ce qui pourrait remplacer le transport routier au niveau des camions? Et on disait, ce sont les transports routiers. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour faciliter la circulation et le transport des marchandises. Par contre, on peut très bien, sur le plan environnemental, faire en sorte qu'il y ait une pollution qui soit beaucoup moins importante, que les véhicules soient moins polluants. Enfin, il y a une évolution qui se fera automatiquement. Mais de là à supprimer les autoroutes ou les moyens de transport entre des métropoles, on n'est pas encore arrivé à un autre système qui soit efficace. Donc, concrètement, avec ma voiture, je vais sur la 45 quand? Normalement dans 5 ans et demi. Ouh là là là, c'est pas encore. Le temps, si, oui, si vous voulez, vous savez, à partir du moment où le premier coup de pioche est donné, on en voit déjà la fin. Oui, parce que 5 ans, il va y avoir encore des décisions politiques qui vont aller dans un sens ou dans un autre. Non, 5 ans, c'est pas 5 ans pour démarrer les travaux, c'est 5 ans pour finir les travaux. Ça veut dire qu'on commence les travaux tout de suite? Il faut commencer les travaux dans les... Alors pas tout de suite, parce que vous savez, il y a toute une période, une fois que la concession est signée, la convention de concession est signée, après il y a toute l'étude des recours, toute la phase d'étude complémentaire qui doit se faire par rapport au tracé qui a été fait, et après les travaux commencent. Les travaux doivent durer, je crois, à peu près 4 ans, mais le temps de tous les travaux qui sont nécessaires avant pour toutes les opérations comme celle-là dure à peu près 1 an, 1 an et demi. Ça nous porte à 2022 à peu près. C'est ça, à peu près, oui. Et là, c'est pareil, c'est un trajet direct, donc il n'y aura pas des morceaux qui seront des tronçons. Ah non. Là, on ira directement à Lyon. Si, alors le seul tronçon qui manquera, j'espère qu'une décision sera prise rapidement, c'est l'arrivée sur Lyon. Je crois, et là je suis tout à fait d'accord avec les Lyonnais, notamment ceux qui défendent la difficulté d'arriver sur Lyon, qui ne change rien aujourd'hui avec la 45. Mais ce qu'il faut absolument, c'est éviter la traversée de Lyon qui est inacceptable et trouver une solution. Alors moi, je plaide pour l'anneau des sciences qui permettrait à la fois sur le plan environnemental d'éviter une circulation intramuros, qui serait surtout une circulation souterraine et qui réglerait complètement à la fois la traversée sur Lyon et l'arrivée de la 45. Et au niveau ferroviaire, il n'y a pas un moyen aussi de développer un peu plus le transport avec les trains? Alors ça a été essayé. Je crois que le cadencement qui a été mis en place a été augmenté de façon très importante. Alors on pourra peut-être encore un peu l'améliorer, mais tant qu'on a la difficulté je ne sais plus à quel niveau, je ne connais pas au niveau technique, mais du passage du Rhône à un endroit, on ne peut pas faire aller les trains beaucoup plus vite que ce qu'ils vont aujourd'hui. Donc on ne pourra pas augmenter le cadencement de façon très efficace. On va parler plus de politique générale dans la deuxième partie de cette émission, mais là j'aimerais revenir un peu sur ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois. Je vous avais croisé il y a quelques mois, vous étiez soutien de Alain Juppé. Oui. Est-ce que vous avez des regrets dans cette campagne? On sait comment ça s'est achevé. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mal faites, mal dites, mal expliquées? Comment, avec le recul, comment vous voyez tout ça? Mais beaucoup de regrets parce que je crois qu'on avait la certitude d'abord qu'il y aurait une alternance qui est logique, souvent dans les gouvernements, et je pensais qu'Alain Juppé était celui qui, par la sagesse, par sa connaissance, par son expérience, par le programme qu'il présentait, était le plus à même en tout cas de représenter la France et de donner une certaine vision plus simple et plus concrète en tout cas de ce qu'on pouvait attendre. J'allais presque vous dire rassembleur. Et rassembleur. Et je pense qu'effectivement, Alain Juppé avait la faculté de rassembler à la fois le centre, et je dis le centre avec toute la largesse qu'il peut avoir, et la droite, et sans aller surtout dans les extrêmes. Et puis il y a eu cette primaire qui a été faite dans des conditions qui sont à peu près correctes, mais je pense que Alain Juppé est tout de suite parti sur un deuxième tour de présidentiel. Il n'a pas pensé qu'à la primaire, c'était peut-être d'autres arguments qu'il fallait avancer. Toujours est-il qu'il a été battu, j'en ai pris acte, après on a suivi normalement celui qui avait été désigné, et puis j'étais un des premiers à regretter
regretté quand même terriblement ce qui s'est passé au niveau de François Fillon. Et j'étais un des premiers aussi à lui demander de se retirer. Il ne l'a pas fait. J'ai rêvé effectivement que la Juppé puisse prendre la place de François Fillon. Je l'ai souhaité. J'ai été un de ceux qui a donné son parrainage à la Juppé, malgré tout. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'avais dit à l'époque, qu'on allait dans le mur avec François Fillon. On est allé dans le mur. J'ai presque envie de vous dire avec un grand sourire, finalement, avec Macron, c'est presque, avec vraiment les guillemets, mais c'est pas un peu le dauphin d'Alain Juppé, parce qu'au niveau politique, finalement, on n'est pas très très loin. On a un Premier ministre qui vient de l'équipe à Alain Juppé, donc finalement, on est dans la continuation, non ? Alors, on est effectivement pas très loin. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas une différence considérable, effectivement, entre ce que proposait Alain Juppé, ce que propose Emmanuel Macron. Et même si on va un peu plus loin, ce que proposait François Fillon, en dehors des autres qui étaient beaucoup plus extrêmes un peu dans les propositions, mais je crois qu'on n'est pas très loin. Mais je pense qu'on peut trouver une solution effectivement de gouvernement. Mais moi j'attends de voir quand même les résultats des législatives. Quand même, cette élection, en gros, elle a été tronquée. C'est pas celle qu'on attendait. Je crois qu'il y a eu des opportunités qui se sont faites. J'allais vous dire à qui la faute. Ah mais je le reconnais tout à fait, mais je reconnais tout à fait les fautes et je suis le premier à dire il est dommage que tout ne se soit pas dévoilé avant et qu'on n'ait pas eu une élection classique, normale, avec des candidats qui se présentent, mais en présentant leur programme. On n'a pas parlé de programme. On a fait toute une partie de premier tour sans parler des programmes. C'est quand même regrettable. Mais vous pensez que beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron ont lu son programme ? Je crois qu'il faudra qu'il le fasse quand même, parce que pour les législatives, il sera important que chacun, et c'est peut-être là où il faudrait que les législatives, qui ne seront pas polluées par toutes les affaires qui ont pu exister auparavant, puissent démontrer aux Français qu'il y a des possibilités différentes entre ce que propose la droite et le centre et ce que proposera éventuellement M. Macron. Mais c'est vrai qu'Édouard Philippe était un soutien très 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 proche d'Alain Juppé et que c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance également. On arrive finalement à un gouvernement de bon sens, j'allais dire, les gens qui ont envie que la France, je ne vais pas dire se relève, parce que je trouve que ce mot est un peu exagéré, mais on est tous dans le même sens et qu'on fasse gagner la France. Oui, je crois que la plupart des élus comme des électeurs attendent effectivement qu'on prenne des décisions qui permettent de faire avancer la France, et pour ne pas dire qu'elle n'a pas à se relever, mais qu'elle doit avancer. Et je pense qu'après les élections législatives, quel que soit le résultat, il y aurait une volonté de la plupart des élus de faire avancer la France. Une question technique, on a souvent l'habitude de dire que quand le maire est de gauche et le président est de gauche, c'est plus facile. Quand la région est de gauche avec un président de gauche, c'est plus facile, et vice-versa avec la droite. Est-ce que c'est différent quand vous êtes à la tête du département, quand on a un président de gauche ou de droite ? Qui est de son camp en tout cas. Si vous voulez, moi, je pense que c'est plus facile parce qu'on discute plus, mais moi ça ne m'a jamais posé de problème parce que j'ai toujours pensé qu'à partir du moment où on était élu, on n'avait plus à discuter des programmes des uns et des autres, on devait par obligation travailler ensemble. Dans le concret. Quelle que soit la sensibilité de ceux qu'on avait en face. Et ça, c'est une obligation. On ne doit pas se poser de questions, on doit avancer dans l'intérêt de nos concitoyens et pas dans son intérêt personnel. Alors, il faut aimer la gauche, aimer la droite, parce que maintenant on est tous en marche. Enfin, le temps actuel, puisqu'il va y avoir bien évidemment les élections législatives, on en reparlera. C'était juste pour ma transition qui est complètement ratée, c'est pas grave. Aimer à perdre la raison, c'est la chanson que vous avez choisie. On écoute Jean Ferrat et on revient juste après. Bonjour, je suis Éric Lardon. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Seconde partie de ce rendez-vous avec le président du conseil départemental Bernard Bonne. Justement, dans la prononciation, qu'est-ce qui a changé entre conseil départemental et conseil général ? C'est juste l'appellation ? Oui, c'est juste l'appellation. Ça nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'il a fallu changer tous nos panneaux. Mais les logos, et le logo. Le logo, c'était bien qu'on le change un peu parce qu'on n'avait pas voulu le changer auparavant, mais c'est vrai que ça coûte très cher, ça. On voit de plus en plus de métropoles arriver. Est-ce que c'est des concurrents des départements ou c'est complémentaire ? Aujourd'hui, c'est complémentaire, mais on ne sait pas demain s'il n'y aura pas une volonté de transformer un peu comme c'était prévu dans le projet d'Emmanuel Macron, de transformer toutes les métropoles en départements comme celle de Lyon. C'est-à-dire que le département perdrait toutes ses compétences au niveau des métropoles et ne garderait que la partie en dehors des métropoles, ce qui fait qu'on aurait des petits départements qui seraient obligés certainement de s'allier. Ouais, qui fusionneraient avec d'autres. Oui. On était avant la pause musicale. D'ailleurs, tiens, on va peut-être parler 2 mots de Jean Ferrat. Quels sont les goûts de Bernard Bonne au niveau culturel ?
Alors moi, je suis plutôt musique classique, Ouais. mais bon, je suis ouvert à beaucoup d'autres musiques, et notamment Jean Ferrat, que je trouve très bon chanteur, mais j'ai beaucoup... Enfin, Le j'écoute côté beaucoup- humaniste de Jean Ferrat? Oui, mais tout à fait, hein, humaniste et puis très ouvert, même au niveau de la participation au niveau de la vie locale. Mais j'aime bien tous les chanteurs bon, que j'ai connus aussi à l'époque, mais je suis quand même très tourné vers la musique classique. La musique classique. On revient aussi sur les législatives juste avant de terminer. Je vous disais tout à l'heure, on vote pour la gauche, pour la droite, maintenant on vote pour une sorte de centre, hein, En Marche. Est-ce que dans les élections comme le maire ou comme le député, on vote pas plutôt pour un homme ou pour une femme qu'on connaît? Si, j'en suis persuadé. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, enfin, à part lorsqu'il y a des courants partisans très, très affirmés, appuyés, ou quand il y a dans des grandes villes où on ne connaît pas tellement son élu, enfin, son député, en général, on vote quand même pour la personne. Et ceux qui connaissent directement, qui ont pu serrer la main de quelqu'un en direct, qui ont pu discuter avec lui, qui ont pu savoir qu'on pouvait lui demander certaines choses, voteront pour la personne plus que pour le parti politique. Oui, et puis on peut l'exposer directement, ses problèmes. Oui, ou c'est ça, oui. On reste dans la politique, bien évidemment. J'ai lu que vous alliez être candidat au Sénat. Oui. Alors expliquez-nous tout. Comment ça se passe déjà le Sénat? Déjà, c'est les grands électeurs là qui votent. Hein. Alors, C'est- ce sont les grands électeurs. Bon, moi, c'est vrai que c'est une élection qui m'intéressait beaucoup plus que l'élection à l'Assemblée nationale, parce que d'abord, les électeurs ne sont pas les mêmes, parce que je connais quand même la vie locale depuis le temps que j'y suis, et qu'il y a certaines choses qui m'ont terriblement ennuyé ces dernières années, surtout, ces derniers mois, il faut dire, où la non prise en compte des élus locaux était quand même prégnante de la part de l'État, et je n'ai pas supporté ça. Je n'ai pas supporté au niveau de la CDCI, enfin les modifications de communautés de communes, je ne l'ai pas supporté par rapport à certaines décisions. Et je pense que si on est un certain nombre d'élus au niveau du Sénat pour dire arrêtez de faire telle loi qui ne correspond pas du tout à ce qu'attendent les citoyens, arrêtez de décider telle chose qui va à l'encontre de ce que pensent les élus locaux, je voudrais pouvoir le dire haut et fort. Je l'ai dit de la place où j'étais, ça n'est pas entendu. Donc je voudrais pouvoir le relayer directement en haut lieu. Quand on est sénateur, on a un message qui porte plus parce qu'on a un peu l'impression que le Sénat, il est un peu, comment dire, un peu inutile dans la vie actuelle. On a l'impression que c'est l'Assemblée générale qui régit tout, le gouvernement, mais le Sénat, il est là peut-être un peu pour valider. On a un peu, pareil un peu, c'est un rôle qu'on a du mal à définir pour le citoyen Alors, lambda. oui, on a du mal à le définir, effectivement. Je pense que le bicamérisme qui existe dans beaucoup de pays est nécessaire. Imaginez demain... Contre-pouvoir. Voilà. C'est une sorte de contre-pouvoir qui permet d'éviter quand même qu'une Assemblée nationale qui serait dirigée par des extrêmes, qui aurait tous les pouvoirs sans aucun contrôle au niveau constitutionnel, elle pourrait faire n'importe quoi. Je pense que l'avantage d'avoir une autre Assemblée permet d'éviter justement des décisions qui pourraient être catastrophiques et supprimer complètement le côté démocratique de notre pays. Donc je crois qu'il est important qu'il y ait un Sénat. Alors ce sont des électeurs et des élus qui sont complètement différents. J'allais dire qu'il y a plus de tranquillité, de sagesse au niveau du Sénat, qu'il y a moins de difficultés effectivement pour discuter, pour réfléchir au niveau des lois, il y a plus de volonté de travailler avec les élus locaux, il y a plus de prise en compte en tout cas de toutes les difficultés territoriales qu'on a au niveau en France. Justement, les sénateurs sont élus par les grands électeurs. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un grand électeur? Un grand électeur, c'est celui qui représente toutes les communes du département, les députés, pas les sénateurs, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Il y a à peu près, pour vous donner une idée, un peu plus de 1800 grands électeurs dans le département et qui sont en fonction de la taille des communes. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'ont qu'un grand électeur et puis il y en a d'autres comme Saint-Étienne qui ont tous les conseillers municipaux plus un nombre d'électeurs qui sont désignés par le maire et qui servent à représenter en tout cas leur ville de façon plus importante que les petites communes. Alors toujours aussi par souci de pédagogie, l'Assemblée nationale c'est un député et une suppléante. L'élection au Sénat c'est une liste. Comment ça se passe? C'est une liste, c'est-à-dire qu'il y a 4... On est élu sur tout le département. Quand on est sénateur, on n'est pas par circonscription. La circonscription, c'est le département. Donc il y a 4 sénateurs qui sont prévus dans le département. Donc on fait des listes de 4, auxquelles on ajoute 2 remplaçants ou suppléants au cas où il y ait un problème au niveau des 4 premiers. Mais il faut donc présenter des listes de 4 parce que dans certains départements comme la Haute-Loire, ils sont élus individuellement. C'est-à-dire qu'il y a comme les députés, il y a un candidat et un suppléant, alors que nous, c'est par liste et c'est proportionnel.
Ça veut dire qu'au nombre de voix que vous allez avoir, vous aurez peut-être un élu, 2 élus, 3 élus sur votre liste. C'est ça, exactement. Et les autres listes, c'est pareil. Pareil, mais je pense qu'il y aura beaucoup de listes. Il y en aura un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il y en aura certainement de la part du FN. Mais après, on compte le nombre de voix des grands électeurs qui ont voté pour telle ou telle liste. Et donc, si vous êtes élu sénateur, vous abandonnez le département, quand ça se passe? J'abandonne la présidence du département, puisque je suis obligé. Et puis, je suis effectivement contre le cumul des mandats. Donc, j'abandonnerai la présidence du département. Je resterai conseiller départemental, ne serait-ce que pour faire en sorte que toutes les décisions qui ont été prises et les orientations soient respectées par rapport à ce qu'on avait prévu en début de mandat. Et là, c'est dans l'assemblée du conseil départemental, on revote pour un des membres ou il faut refaire une élection? On refait une élection. On refait une élection parce que tout bouge. Tout bouge, si vous voulez. Il faut revoter pour les vice-présidents, il faut refaire une liste de vice-présidents, il faut tout revoter. Ça veut dire que je pense qu'il y a des grandes chances que vous allez devenir sénateur. On ne sait pas l'avenir. C'est possible. Ça veut dire qu'on va revoter pour le conseil départemental. Alors, première chose, on revotera obligatoirement pour le conseil départemental parce que dans tous les cas, élu ou pas élu au niveau du Sénat, je ne serai plus président du département. Je pense que si je n'étais pas élu au niveau du Sénat, c'est un désaveu de la part des grands électeurs et à ce moment, j'arrêterai, j'en tirerai les conséquences. Donc on a un scoop. Et j'arrêterai. Oh non, mais je crois que je l'ai déjà dit, je le répète, et il n'y a aucun problème là-dessus. Je crois qu'il faut être clair. Moi, je n'accepterai pas de continuer à diriger une collectivité comme le département si la plupart des maires ne me faisaient pas confiance. Donc, j'en tirerai les conséquences. Mais en étant très, très, très ennuyé, plus du résultat de l'élection et du fait qu'on ne m'ait pas fait confiance, mais ça ne m'ennuiera pas de quitter cette fonction. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez quitter le département. Quoi qu'il arrive, je quitterai la fonction de président. Ça veut dire que si vous quittez en n'étant pas élu, vous faites quoi? Vous prenez votre retraite? Ou vous allez faire autre chose? Ah ben non, je serai, si vous voulez... Je parle de la politique, hein, bien sûr. En politique, oui, je serai encore conseiller départemental sur mon canton pour représenter mon canton, mais autrement, je ne ferai plus que ça. Et puis bon, je suis aussi, vous savez, j'ai des petits-enfants, des enfants, et je suis bien occupé par ailleurs. Hein. J'ai lu votre bio sur Wikipédia. Oui. Donc le Sénat, c'est au mois de septembre. C'est le 24 septembre. Pour revenir à la politique nationale, vous attendez quoi de l'avenir? Et pour vous et pour le département? Il y a beaucoup de choses qu'on peut attendre. Je vais pas prendre tous les grands sujets sur lesquels on discute, que ce soit au niveau économique, CSG et tout. Je vais parler surtout au niveau des territoires. Je souhaiterais qu'on fasse un peu plus confiance aux élus locaux. Je souhaiterais qu'on laisse plus de place à l'expérimentation. Je souhaiterais qu'on soit plus clair par rapport aux objectifs financiers qui sont demandés au niveau des collectivités. Je pense qu'on ne peut pas décider de supprimer un nombre de fonctionnaires déterminés à l'avance sans discuter avec les élus locaux et sans voir toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Je pense qu'on ne peut pas diminuer les dotations globales de fonctionnement comme ils l'ont fait aujourd'hui, jusqu'à maintenant, sans que ce soit discuté avec les élus locaux. On peut tous faire des efforts. On comprend tout ce qu'il faille en faire, mais il faut qu'on en discute entre nous. On ne peut pas non plus décider d'une suppression, par exemple, de la taxe d'habitation sans en mesurer les conséquences au niveau des collectivités. Donc c'est tous ces éléments-là que je voudrais pouvoir mettre en avant au niveau du Sénat si je suis élu, pour dire mais arrêtez de prendre des décisions à Paris sans tenir compte de l'application au niveau de la province et au niveau local. C'est pas possible de continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est l'État qui décide et puis après, c'est un peu comme une pyramide, on descend. On applique en bas ce qui est décidé en haut, ou alors en bas on a une liberté, on peut expérimenter des choses au niveau du département notamment. Très peu. Très peu. On n'a pas de marge. C'est très compliqué. Oui, moi j'ai essayé. J'ai souvent demandé, vous voyez par exemple au niveau du social dont je m'occupe un peu plus, j'ai souvent demandé aux différents directeurs d'ARS de faire une expérimentation, de voir un peu différemment ce que l'on faisait auparavant. Avec le directeur actuel qui est un médecin, du reste, j'ai eu beaucoup plus de contacts faciles et on a réussi à voir quelles expérimentations on pouvait mettre en œuvre. Mais il faudrait que ça, ce soit facilité par le gouvernement, par l'État. Il faudrait qu'on arrête de tout centraliser, de tout recentraliser les décisions au niveau du gouvernement. On a parlé à une époque beaucoup de décentralisation, c'est pas le cas alors sur le terrain. Non, je crois qu'on est revenu à une centralisation gouvernementale qui est préjudiciable à l'activité des collectivités. On est en train de démotiver la plupart des élus locaux justement par cette recentralisation qui est pas efficace du tout. C'est l'État qui décide ou c'est l'Europe, puisqu'on parle beaucoup d'Europe? Les deux, je pense. Mais je pense que l'application des décisions de l'Europe sont peut-être trop rigoureuses de la part de notre État. Mais regardez par exemple, quand il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps, je ne sais pas si vous en rappelez, on a vu les assises de la ruralité qui se sont tenues à Privas.
Il y avait tous les ministres qui étaient venus autour de M. Valls et on avait dit, oh là là, il faut absolument faire en sorte que dans tout le secteur rural, on puisse garder des activités, des secteurs, des services publics et tout. Bon, on a tout de suite décidé, nous, au niveau du département, effectivement, d'aller dans le cadre des maisons de services au public et de faire en sorte que partout, on essaie de maintenir le maximum de services. Et on s'est entendu dire progressivement que tous les services publics, ils avaient bien entendu le message, mais compte tenu des obligations qu'ils avaient de faire des économies, ils n'avaient plus les moyens de garder justement ces services de proximité. Et ils nous demandaient à nous, les élus, de remplacer les services d'accueil, les services de renseignement, enfin tout ce qui normalement ils devraient faire. C'est pas possible de faire comme ça. C'est pas possible de continuer de cette façon. On reçoit beaucoup de politiques dans cette émission. Justement, on parle beaucoup des services publics. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des solutions de remplacement, des idées, justement, des innovations pour l'avenir, pour justement avoir ce service au public qu'on voit disparaître de plus en plus? Mais c'est ce qu'on avait essayé de faire. Moi, j'avais demandé effectivement à ce qu'on mette dans la plupart des endroits où on pouvait, soit des maisons de santé avec des services publics à côté, soit des maisons de services au public. Un peu du regroupement? Du regroupement et de la mutualisation. Moi, j'étais d'accord pour qu'effectivement tout le monde s'y retrouve, qu'on essaie tous de faire des économies, mais au service du public, au service de nos concitoyens, pour leur apporter quand même des solutions, même si les services n'étaient pas permanents 24 heures sur 24 ou sur toute la semaine, mais qu'on puisse s'organiser entre nous pour mutualiser en tout cas les services à la population. Regardez au niveau du SDIS, au niveau des pompiers, on s'en occupe directement. On a maintenu toutes les petites casernes partout dans le département. C'était une volonté. Ça a permis au niveau des bénévoles d'en garder un maximum. Ça a permis de continuer à assurer une sécurité au niveau de la population. Et ça, on pouvait le décider directement, donc on l'a fait. Vous êtes médecin, on parle aussi beaucoup des médecins. On a du mal maintenant dans de nombreux territoires à attirer des médecins. Est-ce que vous avez des solutions ou vous avez des pistes pour attirer justement ces jeunes médecins dans des endroits où on manque de médecins? D'abord, il faudra en former un peu plus qu'on en formait aujourd'hui. Et justement, pourquoi on ne le fait pas? Et si, on en a formé beaucoup plus, mais le problème, c'est que l'activité médicale a changé complètement. Ouais. Les jeunes médecins aujourd'hui n'ont plus du tout envie de vivre ce qu'on a vécu à l'époque. Quand je me suis installé, moi, je n'avais ni samedi ni dimanche. J'étais de garde à peu près deux week-ends sur 3 et je travaillais toutes les nuits quand on m'appelait. Et je ne vous dis pas le nombre d'heures que je faisais. Aujourd'hui, le médecin, il a souvent une épouse qui veut travailler. La mienne a été psychologue, elle a dû arrêter son métier. Et on a souvent des épouses qui veulent travailler, des épouses qui veulent être en ville, des épouses qui ne veulent pas subir effectivement cette permanence d'activité de la part de leur mari, ou lorsqu'elles sont médecins, elles n'ont pas envie de vivre ça. Donc il faut revoir effectivement tout le fonctionnement médical, mais donner les moyens aux médecins de ne pas faire trop d'administratif et de soigner les gens. C'est un peu comme le service de sécurité. Hein. Mais je crois qu'on pourrait réattirer des médecins en effectivement mettant en place des maisons de santé, dans la mesure où ils veulent s'impliquer, mais il faut que tout le monde s'implique et qu'on arrive à leur prouver que c'est un métier qui est formidable et qui est hyper intéressant, quel que soit l'endroit où on est. Mais c'est pas deux métiers qu'on peut dissocier. Le médecin fait de la médecine et quelqu'un d'autre fait du secrétariat ou des papiers, de la paperasse. Alors ça serait bien, ça serait parfait, mais aujourd'hui les moyens... C'est ce que vous disiez, mutualiser. Tout à fait, mais les médecins aujourd'hui n'ont pas les moyens tout seuls de prendre un secrétariat, donc il faut leur donner les moyens de ça. Les médecins, après, ils n'ont pas besoin qu'on les aide pour acheter du matériel ou des locaux et tout. Ils ont simplement besoin qu'on leur supprime les tâches administratives. Mais ça peut venir aussi de la sécurité sociale, ça peut venir aussi de tous les organismes qui travaillent avec les médecins. On peut le faire dans ce sens-là. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est une mesure de bon sens et que qu'on pourrait oui, le faire. Quoi. Tout à fait. Et puis alors, c'est dommage quand même de faire venir des médecins d'étrangers parce qu'on n'en a pas formé assez en France. Je trouve que l'adaptation des médecins à l'étranger, qui sont peut-être pas des mauvais médecins, mais elle n'est pas du tout celle qu'on peut attendre d'un médecin qui est formé en France et qui connaît bien la France. Donc c'est peut-être une chance, ce nouveau gouvernement qui vient d'un peu de tous les horizons pour aller dans le bon sens. Oui, peut-être. Mais bon, vous savez, moi j'attends beaucoup. Chaque fois, je suis toujours très optimiste et je suis toujours persuadé que demain sera meilleur qu'hier. Mais enfin, on verra bien. Pour revenir au département, on a beaucoup parlé, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a beaucoup parlé des communautés de communes justement avec des problèmes de découpage. On en est où et qu'est-ce qu'il faut faire là aussi? On a fait n'importe quoi. On a fait mais absolument n'importe quoi. Comment voulez-vous faire comprendre à des élus et des électeurs que on commence un mandat en 2014 avec la possibilité de faire des communautés de communes et qu'en milieu de mandat, on change tout. Et on leur dit, attendez, les contours géographiques que vous aviez, on change tout. Les élus qui étaient élus avec un programme, on arrête tout, on repart sur autre chose. C'est aberrant.
même honteux de faire ça au niveau des élus locaux. Mais qui décide et pourquoi? Eh bien, c'est le gouvernement qui a décidé. Puis à un moment, on avait un préfet qui avait voulu être meilleur que tous les autres et qui a dit on va supprimer toutes les communautés de communes, on va les réduire au maximum. Donc aujourd'hui, effectivement, on est un des meilleurs de France, mais je trouve que c'est une stupidité sans nom. C'est encore un souci d'économie? Alors en principe, au départ, c'était un souci d'économie. Mais alors c'est pire que tout. Je voudrais calculer d'abord le temps qu'on a perdu à ça. Et j'avais dit au préfet à l'époque, mais vous feriez mieux de vous occuper des problèmes économiques que de vous occuper d'embêter les élus avec ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on a perdu un temps fou. On n'a pas réussi, à donner une meilleure appréhension des uns et des autres, à travailler ensemble. Il y a souvent des divergences qui sont personnelles, qui créent des difficultés énormes dans la gestion de ces collectivités. Et c'est dommage qu'on ait perdu tout ce temps, surtout en milieu de mandat. Je pense que ça, c'est pas normal. On a parlé tout à l'heure de l'A45. On a un autre sujet qui porte un peu à polémique en ce moment, c'est la prison. Quel est votre avis? Et est-ce que c'est aussi un dossier qui a été mal géré? La prison, Oui, parle de la future implantation à Saint-Bonnet-les-Oudes. Je crois qu'il faille des prisons nouvelles et des places de prison supplémentaires, c'est évident. Je pense que là aussi, on n'a pas pris en compte l'avis des élus et on les a mis devant le fait accompli. Il y a deux sujets sur lesquels j'ai beaucoup râlé. C'était celui des étrangers, celui de l'accueil des étrangers dans notre département, où là aussi il y a une décision qui a été prise par les services de l'État sans du tout informer ni tenir compte de l'avis des élus. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un sous-préfet qui m'avait dit mais on décide parce qu'autrement, si on en parle aux élus, ils ne voudront jamais. Je dis mais attendez, ils sont responsables, ils sont officiers de police aussi dans leur commune et vous ne leur en parlez même pas et vous leur imposez ça. C'est un peu bizarre avec l'esprit de démocratie. Oui, voilà, et je leur ai dit mais qu'est-ce que vous connaissez, vous, sous-préfet ou préfet qui n'êtes là que depuis quelques mois, qui ne connaissez pas le territoire par rapport à ce que connaissent les élus. Donc ça a été pareil pour la prison. Je crois qu'on ne peut pas, même si les élus ont tendance peut-être à diffuser un peu plus ces informations, mais on ne peut pas ne pas tenir compte des élus sur des décisions aussi importantes que celle-là. Pour finir, on a parlé des rôles du conseil départemental, on a parlé du RSA. Est-ce qu'au niveau de l'emploi, le conseil départemental, il peut agir, il peut créer de l'emploi, il peut aider des entreprises? Comment ça se passe au niveau de l'emploi? Alors jusqu'à maintenant, oui. On pouvait, effectivement, on a agi beaucoup dans tout ce qui concernait l'évolution du monde économique et notamment la création des zones économiques, en essayant de faire en sorte que les entreprises aient les moyens de créer de nouveaux emplois. Mais aujourd'hui, avec la loi NOTRe, qui a encore tout changé, avec des compétences qui sont très partagées, c'est la région qui s'occupe de tout ce qui est économique. Et nous, même notre agence économique, on a dû la supprimer parce qu'on n'avait plus le droit d'avoir une agence économique dans le département. Alors on continuera à agir pour que les entreprises puissent s'installer dans les meilleures conditions et leur apporter des solutions, mais c'est plus ce qui concernera l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire les services d'éducation pour les enfants, les services de transport, des choses comme ça, que directement l'action économique. Avant de terminer, juste une dernière question. Au niveau du tourisme, comment ça se passe? On arrive à attirer du monde dans la Loire? Est-ce qu'on est un département qui attire beaucoup de tourisme? Comment ça se passe au niveau du tourisme? Bon, c'est pas un département qui est le plus connu. Je me rappelle, je ne sais plus qui disait. Mais il y a beaucoup de gens qui mélangent aussi. En plus, la Loire, ils ont du mal à la situer. Oui, voilà, c'est ça. Quelqu'un disait l'autre jour, quand il a vu qu'il était nommé dans la Loire, il a vite regardé sur une carte où ça se situait. Donc, c'est vous dire qu'on ne connaît pas trop la Loire comme département. Il faut dire aller les Verts, c'est plus simple. Mais voilà. Par contre, on connaît bien effectivement les Verts. Mais c'est pour ça, j'en reviens à ça, que c'est un vecteur de communication très important. Mais sur le tourisme, il n'y a pas très longtemps, il y a des journalistes qui sont venus, je crois que c'était pour la Bâtie d'Urfé, et qui ont dit, on a sillonné tout le département et on ne se rendait pas compte qu'il y avait autant de possibilités touristiques dans le département. Il faut absolument qu'on en parle. Donc on ne parle pas assez de notre département. Je crois qu'il y a encore une potentialité qui est énorme et qu'il faut effectivement qu'on travaille. Alors là, avec la région, avec les métropoles, avec les communautés de communes, pour faire connaître notre département et faire en sorte que le tourisme se développe. Un mot pour conclure? Eh bien, qu'il faut toujours avoir de l'optimisme, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir, toujours essayer de trouver des solutions et se dire en tout cas une chose, c'est que notre seul objectif, ça doit être le bien-être de nos concitoyens. Avant de terminer définitivement cette émission, moi j'ai envie de vous demander une dernière chose qui me vient à l'esprit. Vous avez dit si vous êtes élu ou pas élu, vous allez quitter le conseil départemental. Est-ce qu'après toutes ces années, vous avez un regret ou quelque chose dont vous êtes fier d'avoir accompli?
Des regrets, on a toujours des regrets de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir peut-être développé certaines choses un peu plus que d'autres. On a toujours des regrets. Moi, j'essaie toujours de regarder pour voir un peu dans ce que l'on peut faire dans l'avenir, ce que l'on n'a pas fait ou mal fait dans le passé. Autrement, pour le futur, j'espère, si je suis élu uniquement au niveau du Sénat, de pouvoir en tout cas défendre les collectivités territoriales et en tout cas de faire comprendre à Paris que tout ce qui se décide là-haut ne peut pas être appliqué partout de la même façon. Merci beaucoup Bernard Bonne d'être venu dans les studios de Loire FM. Mais c'était un plaisir. On vous souhaite de bonnes chances donc pour les élections sénatoriales qui auront lieu au mois de septembre. Et puis je le reglisse, si vous croisez M. Romeillet, vous lui dites qu'il est le bienvenu chez Loire FM. On a plein de questions à lui poser, on est des passionnés de football, n'est-ce pas Philippe? Promis. Absolument. D'accord. Promis. Merci beaucoup Bernard Bonne, encore une fois, merci d'être venu et à bientôt et bonne chance. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rendez-vous avec et la rediffusion tous les vendredis à 11h. Bonne semaine Philippe, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine. Bonjour, Rendez-vous avec les acteurs de la vie nigérienne, c'est toutes les semaines sur Loire FM, l'émission qui vous fait parler et dont on parle. Rendez-vous le jeudi à 18h et le vendredi à 11h pour la rediffusion.